Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des spécialistes, des analystes, des hommes de médias. Nous allons donc évoquer des sujets au plan national. D'abord, on parlera de la santé de Djibril Bassoulé. Une image de Bassoulé a fait le tour des réseaux et a beaucoup créé, disons, l'émotion et du tollé. Nous allons donc en parler. Et puis, second sujet, on parlera de cette loi votée pour permettre aux volontaires pour la défense de la patrie de se mettre donc en action. Nous parlerons également de cela. Et puis, troisième sujet, c'est le processus électoral burkinabé avec l'enrôlement, fin de l'enrôlement dans la diaspora. Un chiffre très maigre, moins de 15 000 sur plus de 2 millions de potentiel. Et puis, en international, c'est le Mali avec la négociation lancé ou en tout cas en projet avec les chefs terroristes. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités. D'abord, Issaka Lengani. Issaka Lengani est journaliste, directeur de publication de l'Opinion qui paraît désormais en ligne. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis Atiana Serge Oulon, directeur de publication de l'événement bimensuel d'investigation burkinabé. Merci Oulon d'être là. Et puis Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, président du CEDEV, SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole de FORAC, Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis dernier invité, Eugène Ilboudo, il est directeur de la radio des écoles. Merci à vous tous d'être sur ce plateau pour cet autre numéro de Presse Éco. On commence donc avec la question santé Djibril Bassoulé. Vous avez donc tout suivi l'émotion qu'a créée donc cette image, aussi une image qui quelque part a créé ou du moins fait poser des questions. Est-ce que cette image elle était réelle, Atiana Oulon? Bon, personnellement, moi, j'en doute parce que je crois que tel que ça a été présenté, moi, en tout cas, je mets de sérieux doutes sur l'authenticité en fait de cette image. Je l'ai reçue comme d'autres Burkinabés et je me suis dit qu'au regard, que ce soit à la maison d'arrêt de correction des armées ou à l'hôpital, il est quand même assez difficile, voilà, pour ceux qui savent un peu, de pouvoir faire la photographie en fait d'un détenu, même si la personne est évacuée par la suite à l'hôpital. Et tel que ça a été présenté, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était en station debout. Or, je me dis à la Maca, ce n'est pas possible de faire une image parce que les téléphones portables et tout ce qui peut être élément de photographie ou d'enregistrement sont interdits. Et à l'hôpital, si ça doit se faire, et s'il a été évacué, je me dis que bon, c'est sur un lieu d'hôpital. Et tel que c'est présenté, je mets de sérieux doutes sur l'authenticité de cette photographie-là. Alors, il y a par exemple un pool de journalistes qui fait un peu dans le checking, donc façon checking, donc qui a essayé d'analyser, mais qui a démontré que l'image est authentique. Et pourtant, moi, seulement, c'est le lieu où cela a été fait. Et là, également, on estime que l'état de M. Djibril Bassoulé actuel est nettement dégradé par rapport à cette photo qui semble peut-être meilleure. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il était, disons, en région surveillée. Là-bas, c'était possible de faire une photo. Je crois que votre question, c'était sur l'authenticité de la photo. Oui, d'accord, l'authenticité. Voilà, non, parce que si c'est sur ça, moi j'ai lu des informations également où ceux qui font un peu du fact-checking estiment que la photo aussi n'est pas authentique et que ça vient de l'extérieur et que ça a été, il y a eu des manipulations en fait sur l'image. Mais cela ne remet pas en cause sur son état de malade. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. C'est sur la photographie, en fait, que je crois que votre question, c'est sur ça. Maintenant, sur l'état de santé. Sur l'état de santé également. Sur l'état de santé. Certains ont voulu passer par la remise en cause de la photo pour dire que la santé n'a aucun souci. Non, à mon avis, là, ça fait deux choses différentes. Voilà. Il peut être malade. Voilà, il peut être malade, gravement malade, mais l'image peut-être qui a véhiculé par la suite, peut-être ça c'est carrément autre chose. Et comme je l'ai dit, moi je mets vraiment de sérieux doutes sur l'authenticité de cette image-là. Et si ça reflète effectivement la physionomie actuelle de Djibril Bassoulé. Pour le reste, je crois que sur l'état de maladie, il n'y a pas de contestation puisqu'il est admis qu'il a été évacué au niveau de, ou du moins il a été transféré au niveau de la Maca à l'hôpital. Donc ça veut dire que son état n'est pas aussi voilà, de bonne forme et ça c'est une évidence. Maintenant sur l'image, comme je l'ai dit... Sur l'image, moi je n'ai aucun doute parce que s'il y avait eu doute, je pense que le gouvernement aurait pu communiquer là-dessus, ils ont toute l'attitude. Or, en pareille circonstance, nous les connaissons, ils n'ont pas réagi. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils... Alors, pour ceux qui l'ont vu au retour de la Tunisie,
pense que cette image n'est pas... Moi-même, personnellement, je suis allé lui rendre visite au retour de la Tunisie et sans même être médecin, on voyait que l'homme était déjà quand même éprouvé. Donc, puisque nous discutons sur la véracité de l'image, je vous dis que moi, je confirme l'image. Si c'est faux, que le gouvernement infirme dès demain et dès même à l'instant en présentant l'image actuelle du général Bassolé. C'est tout. Là, ça coupe les débats. André? Non. Si nous refaisons la source de l'image, cette image a été postée premièrement par Aziz Dabo, qui est un membre de son bureau de la NAFA. On pourrait dire que, étant donné que c'est une image partisane, puisque l'image a été donnée par un membre de son parti. Mais en général, c'est souvent les proches qui sortent les images. J'arrive. Mais vous avez vu la sortie de M. Bari et la sortie de M. Edi Komboigo. Tahirou Bari et Edi Komboigo. Qui nous disent que l'image est meilleure même à la réalité. Selon la source de l'image, on peut faire. Vous savez qu'il a été évacué à Tengandro, à l'hôpital Blaise Compaoré. Maintenant, hôpital de Tengandro. Ça veut dire qu'on peut faire l'image là-bas. Ça veut dire que même s'il est gardé, les gens qui viennent à l'hôpital ne sont pas délestés de leur téléphone. Non. Je pense que ce qu'il faudrait dire ici, c'est que tout le monde convient qu'il est malade et qu'il veut aller se faire soigner ailleurs. Que même s'il était en forme, comme une image que nous montre d'un ministre des Finances qui avait la peine à marcher tellement son ventre était très gros, même s'il était bien portant, et même s'il était dodu, mais si on dit qu'il est malade et que sa santé mérite d'être soignée, je pense que c'est là le point de la discussion. Et je pense qu'on en reparlera, parce que là, s'il doit partir se soigner, il faut que nous nous rappelions que M. Djibril est en prison, pour des motifs politiques. Il n'a pas été arrêté parce qu'il a cassé une banque ou bien il a tenté de s'enfuir avec de l'argent au bord d'une Toyota Hilux. Donc, c'est un prisonnier politique. Donc, on doit le traiter comme un prisonnier politique. Et en politique, on ne laisse pas mourir ses opposants. Surtout qu'au niveau du Burkina, nous prônons la réconciliation. Si M. Djibril Bassolé meurt en l'état, je touche du bois, parce que les Mossis disent qu'on est supérieur à quelqu'un par rapport à la santé, on n'est pas supérieur à quelqu'un par rapport à sa longévité. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas malade peut mourir et laisser un malade. C'est ça que ça veut dire la sagesse morale. Je touche du bois. Mais si, par raisonnement, par absurde, M. Djibril Bassolé passait de vie à trépas, on va avoir un autre cadavre politique qui va nous faire ressortir encore des dossiers pour la réconciliation. Donc, on ne peut pas vouloir la réconciliation et laisser entasser encore des morts dans nos placards. Je pense que la politique voudrait que, pour toutes sortes de raisons, si on veut à la réconciliation, on fasse en sorte que cela n'arrive plus. Et je termine en disant que le Burkina, quand même, a aboli la peine de mort. Or, si on laisse M. Djibril Bassolé mourir en l'état, ça veut dire que c'est un assassinat politique. Oui, mais il y en a qui disent que les arguments de ceux qui s'opposent carrément, il y en a eu aussi. Ils disent que pendant 30 ans ou plus de 20 ans, M. Bassolé était ministre. Non, son pouvoir n'a pas construit et secondo, qu'il n'y a pas que M. Djibril Bassolé qui est malade. À la Maka, il y en a plusieurs qui sont malades aussi. Non, le raisonnement ne peut pas tenir. Vous savez, on ne peut pas gouverner avec la haine en bandoulière. Tous les éléments, ça c'est ce qu'on appelle un raisonnement sophiste. C'est vrai. Vous savez, au Burkina, il fut un temps où on lynchait les voleurs. Si quelqu'un vous vole, vous l'attrapez, vous le tuez sur place. On s'est érigé contre cette forme de barbarie. Ça veut dire que quel que soit ce que les gens ont fait, nous sommes des humains. On ne peut pas prêcher aujourd'hui de tuer les gens qui vous ont tué. Et ça, je sais que la défense des droits humains est difficile parce que même ceux qui défendent la loi des talions. Voilà, même ceux qui défendent les droits humains sont agressés souvent, mais ils ne retournent pas l'agression parce qu'ils ont un idéal de vie et un idéal de défense. D'accord. Lengani Chaka? Je crois que le doyen a tout dit, a tout dit avec les uns et les autres. Ben, j'ajoute que moi, personnellement, j'ai vu effectivement Djibril Bassolé, ça fait quand même 3 mois. Et je peux confirmer que, effectivement, la photo est même meilleure que l'état réel quand je l'ai vu il y a 3 mois. Et je le dis,
sincèrement, ça fait un véritable choc de voir Djibril Bassolé dans l'état qu'il était. Il y a 3 mois, quand je l'ai vu, avec son état, je l'ai vu avec 6 mois comme ça. Donc c'est dire que l'homme est vraiment malade. Il est sérieusement malade. Et ce qui est grave dans son cas, c'est qu'il peut être soigné. C'est que son mal il peut guérir totalement, sans séquelles. La médecine aujourd'hui peut le faire. Il demande tout simplement à le faire. Et non. Bon. Ceux qui disent qu'il n'est pas le seul malade, c'est vrai, il n'est pas le seul malade. Malheureusement, ce n'est pas le seul malade à la MACA et dans l'ensemble de nos prisons. Mais il se trouve que nous sommes des êtres humains et Dieu nous a fabriqués différents les uns des autres. Votre fortune n'est pas ma fortune et je ne voudrais pas me comparer sur le plan de mes capacités de soins à Rochma Christian Kaboré ou à Simon Compaoré ou à je ne sais qui. Par contre, je connais des gens à Ouagadougou ici qui ne peuvent pas se comparer à moi par rapport à ma capacité de me soigner. Il y a des gens qui meurent, qui meurent à l'hôpital du fait simplement du manque, peut-être d'une ordonnance de 10 000 francs. Or, moi, l'Engani Sakasu, après du contraire, aujourd'hui, là, je peux faire ça. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Donc, c'est pour dire que cessons de nous faire plus idiots que nous le sommes. Nous ne sommes pas tous logés la même enseigne. Djibril Bassolé est capable de se soigner alors qu'on lui permet de le faire. Où c'est tout le problème? Et comme les uns et les autres l'ont dit, bon, il faut arrêter quand même à un certain moment de savoir ce qu'on veut. Si on veut effectivement la réconciliation nationale, on ne peut pas continuer à torturer comme ça quelqu'un parce que au rythme où ça va là, c'est-à-dire la maladie qui est aujourd'hui traitable peut devenir intraitable dans 2-3 mois par exemple. Sait-on jamais? Et à ce moment, on dirait que bon, on l'envoie se soigner, mais il est pas. Alors que non, le processus d'assassinat a commencé depuis un certain temps. Parce que comme l'a dit Eugène, si le pire arrive aujourd'hui à Djibril Bassolé, moi j'attendrai des gens qui vont venir me démontrer que sa mort là n'a pas été planifiée, voulue, entretenue, recherchée et atteinte. J'aimerais voir des spécialistes du MPP ou du pouvoir qui vont venir me démontrer ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que toute la nation pratiquement crie aujourd'hui à l'humanisme et on s'éteint. D'accord. C'est que moi, je voudrais dire, puisque j'étais un peu coupé, c'est le cas de M. Bassolé relève de l'humanitaire. Donc c'est un droit qui fait partie des droits fondamentaux. C'est le droit à la santé, l'accès à la santé. Ceux qui avancent des arguments comme qu'il était ministre, mais il était ministre à quel rang? Il y a d'autres qui ont été premiers ministres, présidents de l'Assemblée, à des postes beaucoup plus... Vous avez les leviers, mais... Alors on a eu beaucoup de réactions politiques. Le chef de file de l'opposition qui a écrit... Le président de façon, on a vu l'ADF-EDA qui a fait une déclaration, on a vu Taïrou Bari qui a fait un témoignage, on a vu Edi Komboyo qui a appelé à l'humanisme, on a vu Maître Passéré qui a appelé à l'humanisme, on a vu quand même plein de gens. Non, c'est clair, ça relève de l'humanitaire en fait, parce que c'est un droit fondamental comme notre Constitution a consacré le droit à l'accès à la santé. Or, actuellement, il est donc question pour M. Bassolé d'accéder à des soins de santé. Maintenant, le fait de dire qu'il y a d'autres prisonniers dans le cas, est-ce qu'on peut donner un autre cas où un prisonnier étant à la MACO ou à la MACA a ses moyens, dispose de moyens et souhaite aller? C'est le seul cas. C'est vrai que le code pénal laisse quand même un vide sur l'évacuation des prisonniers. C'est vrai, c'est ce qui fait que les magistrats même sont parfois embarrassés parce que le magistrat même va vous dire de l'évacuer dans un centre de soins approprié. Mais c'est à l'État maintenant de créer les conditions pour que ça puisse se faire. C'est ça. Oui. Vous savez, moi je pense que la polémique qu'on veut entretenir veut nous rabaisser au rang d'animal. Un homme qui est malade, quel que soit ce qu'il a fait, mérite d'être soigné selon les humains. C'est ça il faut se batailler pour ça. Moi je vais vous donner l'exemple de l'icône de la défense des droits humains au Burkina, c'est M. Alidou Ouedraogo. Plusieurs fois, on a attenté à sa vie. Plusieurs fois, on a brûlé même sa voiture. On a failli s'en prendre à sa maison. On a failli en prendre à ses enfants. Mais M. Alidou a toujours été un homme qui a toujours défendu le droit des gens à ne pas être martyrisés. Même si lui-même, on le martyrise souvent. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas accepter que les gens nous ramènent au rang d'animal pour dire, si quelqu'un vous fait du mal, faites-lui du mal. Mais ce qu'il faut dire là, c'est que notre Burkina, le jour où nous allons penser que les gens ne doivent plus aller à l'extérieur pour étudier, les gens ne doivent plus...
Ce que j'aurais aimé, c'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne doit aller à l'extérieur pour se soigner. Vous verrez peut-être qu'on aura un meilleur hôpital, ou bien si on disait que les évacuations continuent tous parce que l'État dépense beaucoup d'argent. En fait, c'est vrai que j'ai dit que le principe, c'est le droit humanitaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des blocages. Si tant est que c'est le problème de sa représentativité qui pose problème. Je veux dire, il y a des accords de coopération judiciaire d'entraide avec la France. Mais on peut actionner tout ça pour gérer ces aspects-là. Au lieu de créer des obstacles inutiles. Et c'est vrai que c'est la nature de la condamnation étant issue d'un tribunal militaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Même au niveau du commandement militaire, vous pouvez avoir des obstacles et tout ça. Mais c'est pour cela qu'on dit que la balle est dans le camp du gouvernement. C'est ça, en fait. Oulon, terminé? Bon, non, l'évacuation, c'est quoi qui coince? Non, moi je pense que manque de volonté justement, bon, moi je pense que finalement, il y a beaucoup d'informations à telle enseigne qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit de cette situation. On ne dit rien non plus. Voilà, c'est pour cela que je dis, voilà, parce que ce sont des chapelles qui parlent, voilà. Je pense que sur l'état de santé, il a été déjà évacué. Voilà, justement, j'allais relever justement. Donc le principe voilà, j'allais relever justement cet élément-là pour dire que pour au moins on peut reconnaître qu'on a reconnu qu'à un moment donné, sa situation était assez grave et on l'a évacué. Moi, je reste convaincu d'une chose. Oui, le monsieur, certainement, est malade parce que je ne crois pas que ça fait plaisir pour les éléments de la justice militaire de faire des va-et-vient de la MACA au niveau de l'hôpital et Tengango. Mais par contre, moi, j'ai l'impression peut-être que souvent, les choses sont peut-être amplifiées, peut-être sont exagérées parce que je relève juste quelque chose par rapport, parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit que M. Djibril Bassolé est mourant, il est malade, nous sommes en 2020 et ça continue. Juste pour relever que pour les praticiens de la médecine, généralement les médecins, il y a ce qu'ils appellent le serment d'Hippocrate. Et je sais que s'ils ne peuvent pas soigner le monsieur, à un moment donné, ils vont s'en laver la main, ils vont dire qu'ils ne peuvent plus. Et ça, non, je relève juste... Le dossier médical est clair là. Bon, moi je ne l'ai pas. Et je ne pense pas que vous l'avez. Et personne n'a donné le contenu de ce qui se passe exactement. Non, je veux dire que le dossier médical, dans ce cas, depuis la Croix-Rouge jusqu'à la Croix-Rouge, tout a été dit. Il faut qu'il aille se soigner dans un centre. Il a été référé par les médecins qui le traitent. Ce n'est pas une volonté de M. Bassolé. Moi, je n'ai pas vu ce document-là et je n'ai pas eu information officielle. Parce que je rappelle par rapport à ce dossier, au départ, c'était les avocats de Djibril Bassolé qui communiquaient. Après, son parti politique, la NAFA, vous l'avez relevé tout à l'heure par rapport aux différentes sorties. Moi, je constate, je ne sais pas, peut-être sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu la NAFA sortir cette fois-ci pour sa situation. Je dis, ça participe aussi, ou du moins pour moi, je considère un peu toutes ces sorties comme aussi la capacité de l'homme à pouvoir avoir des réseaux et de faire de telle sorte que sa cause puisse être entendue au-delà de sa chapelle politique. Moi, c'est comme cela que je comprends. Non. Mais je dis, au-delà de l'humanisme, que je comprends très bien, humainement, tout à fait normal. Mais quand les acteurs politiques sortent, par exemple la lettre du chef de file de l'opposition politique, vous avez cité les différents hommes, moi je me dis ce sont des gens aussi qui sont dans des calculs politiciens. Parce que Djibril Bassolé aussi, ce n'est pas n'importe qui dans le landerneau politique. En retour, on est bien content peut-être d'avoir peut-être son soutien pour les échéances à venir. Mais je dis encore sur cette question, peut-être qu'on amplifie peut-être la situation. On aggrave davantage sa situation. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est du cynisme tout ça? C'est du cirque tout ça? Il n'y a pas de réalité dedans? Non. Je crois que vous si le chef de file prend la peine d'écrire au président du Faso directement... Je dis ce n'est pas exclu que le chef de file, en écrivant cette lettre-là, qui puisse penser à un soutien probable de Zéphirine et de Djibril Bassolé pour les élections à venir. J'aurais aimé peut-être qu'il écrive cette lettre, parce qu'il a fait référence dans sa lettre au dialogue politique qui s'est tenu il y a plus de 6 mois. J'aurais aimé qu'il écrive la même lettre pour se préoccuper de la situation sécuritaire qui n'a pas évolué 6 mois après la tenue du dialogue politique. Non, moi je regarde les faits. Très rapidement. N'oubliez pas que mercredi dernier, M. Rémi Diendounou, porte-parole du gouvernement, a communiqué sur la possible évacuation de M. Moi je regarde les faits. Les commentaires, j'aime bien commenter, mais moi je travaille sur les faits. Il a quand même reconnu, il a dit, le gouvernement n'est pas opposé à ce qu'on évacue M. Djibril Bassolé. Donc quand même, il parle de la santé de M. Djibril Bassolé. Si moi aujourd'hui je m'en vais me lever pour dire que je vais être évacué, je ne suis pas sûr que le gouvernement va dire oui, je suis prêt à évacuer André Eugène. Si le gouvernement a dit qu'il est prêt à laisser M. Djibril Bassolé être évacué, ça veut dire quand même que le gouvernement a conscience et il regarde la santé de M. Djibril Bassolé. Maintenant, tous les quoi qui entourent son évacuation, si c'est du côté de la justice, si c'est du côté du gouvernement, quelqu'un a fait appel au président du Faso
qui est le garant de la santé de tous les Burkinabés, de ceux qui sont dans le ventre de leur mère jusqu'à ceux qui vont mourir dans la cérémonie qui suit. C'est lui qui est le premier des Burkinabés, il est le garant de la santé de tout le monde. Et nous, les différents appels simplement lui demandent, en tant que premier garant de la santé de tous les Burkinabés, de faire en sorte que ces messieurs-là aient droit à l'accès à la santé. D'accord. Lengani, pour terminer, pour dire que non seulement la constitution du Burkina Faso, mais également les textes internationaux en matière humanitaire sont clairs dans la situation sanitaire des prévenus, des détenus par exemple, dans des conventions précises. Je crois le droit à se soigner. Sur ce plan, il n'y a même pas de doute qu'il y a la législation est clairement établie sur ces questions. Mais je voudrais revenir au propos du confrère Oulon pour dire que je ne souhaite pas de vivre la situation de Djibril Bassolé. Sincèrement. Je ne souhaite pas de vivre cette situation-là. Et si par hasard, ça devait lui arriver, nous les journalistes, nous allons nous mobiliser. Les gens n'ont qu'à dire que c'est le corporatisme, c'est leur affaire. Nous allons nous mobiliser, bander nos muscles pour que vous puissiez aller vous soigner. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal et je pense humain que l'opposition, qui se sent proche, sensible à la situation de Djibril Bassolé, lui dans les brancards. Moi je pense que c'est humain. La question qu'il faut se poser, vous parlez de l'occupation politique, c'est possible. Mais est-ce que vous pensez que les gars de l'MPP sont des idiots, sont des analphabètes politiques, ne savent pas qu'ils peuvent tirer un profit en faisant évacuer Djibril Bassolé pour le soigner? Moi, je crois qu'ils peuvent, s'il s'agit d'utilisation politique de la situation désespérée de ce monsieur-là, mais tout le monde peut tirer profit, aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir. Si aujourd'hui, Djibril Bassolé est évacué dans les bonnes conditions, qu'est-ce qu'on dira? Roch-Marc Christian Kabore a eu l'humanisme, la bonté de faire évacuer un de ses pires ennemis. Ce n'est pas un bénéfice politique, ça. Il ne va pas battre campagne autour de ça à Réo, à Pau et à Léo. Bon, donc, laissons tomber ces histoires-là et occupons-nous effectivement de la situation de la personne. Merci. Et sur cette situation-là, je crois qu'il est du devoir de l'État de tout faire pour qu'effectivement Djibril Bassolé puisse rentrer dans les conditions pour se soigner. Merci Issaka Lengani. On continue pour parler cette fois-ci des volontaires pour la défense de la patrie. La loi a été donc votée à l'Assemblée à l'unanimité des députés votants. Donc cette loi est donc maintenant présente. On se souvient que le chef de l'État avait lancé une mobilisation des volontaires à la suite de l'attaque du convoi de Sémafo. Donc, et par la suite, on n'a pas entendu grand bruit. Et le chef de l'État a encore expliqué qu'il fallait une loi pour encadrer tout ça. Maintenant, il y a une loi qui est là, vous l'avez certainement parcourue. Alors, pensez-vous qu'on est toujours le débat est là sur l'opportunité disons, de mobiliser des volontaires à qui on va donner, tel que la loi le dit, à qui on va donner des armes qui ne sont ni de l'armée, qui ne sont pas également des groupes d'autodéfense particulièrement, mais qui sont aussi, comme on dit ici, des auxiliaires de sécurité et de défense. Moi? Oui, André Génigoudou. Non, mais ma position ne varie pas. Ma position, j'ai toujours été pour les corps héros. Mais là, ce n'est pas des corps héros. Non, pour moi, la meilleure défense d'une patrie, c'est d'abord ces hommes. Du plus petit qui vient de naître jusqu'au vieillard qui va mourir. Maintenant, comment faire que ce soit actif, ça peut être là le débat. Mais vous savez, il y a des pays où, si vous rentrez, je prends le pays d'Israël. Si vous allez en Israël, sur votre passeport, vous n'aurez jamais un tampon. On ne saura jamais que vous êtes entré en Israël, on ne saura jamais que vous en êtes sorti. Mais dès que vous y entrez, on sait là où vous êtes et ce que vous faites. Moi, si tous les Burkinabés devenaient des défenseurs de leur propre patrie, beaucoup de mal nous serait évité. Maintenant, je constate que cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Vos populi, vos dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce que j'aurais aimé, c'est que le gouvernement aujourd'hui, bénéficiant d'un tel soutien à l'Assemblée nationale, de tous les députés, mette en œuvre toutes les intelligences des Burkinabés pour l'aider à opérationnaliser cette loi. Parce que c'est dans la mise en œuvre de la loi que ça peut poser problème. Or, si on fait appel à toutes les intelligences, à tout le monde, parce que beaucoup de gens disent on a fait ci, par là, on a échoué. Mais pour moi, un échec, c'est que si vous ne tirez pas l'expérience de l'échec, que ça demeure un échec. Pour moi, un échec est valable si on sait tirer l'expérience. On n'a qu'à regarder partout là où cela est fait. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas.
Et on mettra en œuvre. Et c'est là que moi je pense que le gouvernement doit avoir l'intelligence aujourd'hui de dire la défense de la patrie ne concerne pas simplement les militaires et même ces volontaires-là, et que nous devrions faire en sorte que tous les Burkinabés participent à la défense, comme on l'a souvent appelé même sur ce plateau. On a dit on ne gagnera cette guerre asymétrique que sur la question du renseignement. Si dans tous les villages, la femme qui va au puits est un agent de renseignement, si au village, la femme qui part chercher son fagot de bois est un agent de renseignement, à mort les terroristes. Dengani Seka, toujours sur la question, les gens se posent beaucoup de problématiques liées par exemple au port des armes, pour des gens qui vont être formés en 2 semaines pour porter des armes militaires donc. Problème, est-ce que cela va générer des conflits en interne? Est-ce que comment la collaboration va se faire réellement entre les forces de défense et de sécurité et ces volontaires sur la base, et la sécurité même de ces volontaires, comment ça se fait quand ils sont désignés par une assemblée générale, par les CVD publiquement connus, on sait qu'un tel est volontaire, est-ce que eux-mêmes ils risquent pas eux-mêmes de disparaître avant d'avoir posé des actes? Effectivement, les questions que vous posez sont très très pertinentes. Et je suis d'avis aussi avec André Eugène pour dire que du fait que l'Assemblée nationale ait voté à l'unanimité, je pense que c'est une arme pour le gouvernement, pour le pouvoir d'agir très très vite. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre 2 mois encore, 1 mois encore pour pouvoir opérationnaliser la mise en œuvre. L'ensemble des textes, des décrets d'application doivent être rapidement décidés et signés. Et bon, les structures d'encadrement, de formation, etc. doivent être immédiatement mises en place parce qu'il y a l'unanimité de la nation autour de la question. Même si, par ailleurs, personnellement, je trouve que c'est une hérésie, c'est une grande bêtise. Personnellement. Pour la simple raison que vous allez prendre des gens formés en 2 semaines, les doter d'armes. Moi, j'ai été CDR sur le terrain, pas CDR dans les débats. J'ai été CDR sur le terrain de mon quartier. J'ai porté l'arme, le PMC, je sais ce que c'est. J'ai vécu la vie du CDR au quotidien. Je sais ce que c'est et je sais l'expérience qu'on en a tirée. Et au vu de cette expérience-là, j'ai même entendu l'ancien secrétaire général national des CDR faire des conférences de développement sur l'expérience qu'on a pu tirer et à quoi ça peut servir aujourd'hui. Je dis les contextes sont extrêmement différents. Et les erreurs que nous avons commises à l'époque ne peuvent pas se dupliquer aujourd'hui. Parce que, disons-nous la vérité, si les CDR ont apporté beaucoup sur le plan de la sécurité, c'est dans d'autres domaines, si on enlève la partie vernie, en dessous, il y a des grands drames que notre peuple a vécu, que les populations ont vécu individuellement. Les CDR, c'est vrai que c'était la question de sécurité, mais les CDR, c'était pas la guerre, c'était la question idéologique. Or, ici, nous avons une guerre et c'est des volontaires qui vont aller en guerre. Les contextes sont très différents. Justement, les contextes sont très, très différents. Et à l'époque, vous parlez de guerre, à l'époque, nous, on était en guerre aussi contre l'impérialisme et contre ces valeurs locaux. Ça, c'est imaginaire. Mais ce n'est pas imaginaire. C'est imaginaire. Non, pas du tout. L'impérialisme tuait combien par jour? Combien de civils, combien de militaires par jour? L'impérialisme attaquait combien de détachements militaires? Non, on parle dans ce débat-là. Ah oui, mais d'abord, il faut qu'on en parle. Ça, on en parle, mais l'impérialisme est beaucoup plus nocif même, de mon point de vue, sur le plan idéologique et sur le plan concret, que ce que les terroristes font aujourd'hui. Parce que le terrorisme aujourd'hui, là, c'est l'enfance, je peux dire, c'est le petit-fils de l'impérialisme. D'accord. Si on n'avait pas connu l'impérialisme, la colonisation, nous sommes dans un cas pratique, de sécurité physique des personnes. Nous avons les terroristes qui attaquent, donc qui tuent. Il n'y a pas longtemps encore en Narango, on a eu 32 morts, il y a eu un deuil national. Derrière, on a eu plus de morts. Maintenant, est-ce que ces volontaires-là pourront effectivement, 2 semaines après, tenir une calache, pouvoir défendre dans leur secteur, dans leur village, la population? C'est là où je voulais en venir, pour en fait faire ressortir le danger qu'il y a. On n'est pas formé suffisamment. Déjà, notre armée, nous nous plaignons que parce que nos enfants ne sont pas suffisamment formés, ils ne peuvent pas faire face à l'adversaire. Et on va prendre des gens, les former en 2 semaines et les jeter dans la bagarre. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est des supplétifs.
Mais moi, j'attends de voir. Et je me dis que ça va être extrêmement... On risque même d'offrir les premières victimes aux terroristes en amenant ces gens-là, qui seront, comme vous l'avez dit, connus de tout le monde, désignés, dans des zones où même tous les conseillers ont disparu. Ceux qui ont été élus démocratiquement ont disparu parce qu'ils ont été parmi les premières victimes lorsqu'ils ont été identifiés par les terroristes. Donc ça veut dire que, vraiment, j'ai du mal à comprendre et je me demande si finalement notre armée ne sera pas amenée à défendre plutôt la sécurité de ces supplétifs-là plutôt que ces supplétifs vont servir d'éléments d'avant-garde par rapport à leur... Évariste Konsebo, il est dit qu'il y aura 8 volontaires par secteur, 8 volontaires par village. Si on prend le village, la dimension du village, 8 volontaires, ça fera pratiquement 8 000 villages. Nous avons 8 000 villages au Burkina Faso, 8 volontaires, c'est autour de 8 000, c'est cela si je ne m'abuse. Alors ça fait quand même un bon monde armé dans le pays, en plus de corps ruraux, etc. Est-ce que finalement, on va vers quoi? Est-ce qu'on va résoudre réellement notre problème de sécurité ou est-ce qu'on risque de créer nous-mêmes d'autres problèmes de sécurité avec tout ce monde? Vous savez, le sujet est assez délicat parce que quand on met ça sous l'angle de patriotisme et autres tout, l'idée de faire participer la population à sa propre défense, quand on avance des arguments comme ça, il n'y a rien à dire. Nous-mêmes ici, on a dit que si on se retrouvait dans une situation où les gens sont appelés à se défendre, il vaut mieux s'organiser pour se défendre plutôt que de rester dans son coin pour qu'on vienne vous égorger. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, comment on fait? Comment on y fait? Comment on fait? Bon, ça, nous avons théorisé. La loi a été votée. Bon, c'est vrai qu'ailleurs, il y a bien d'autres exemples. Moi, je peux vous citer le cas de l'Algérie avec le GIA dans les années 94-2000, où il y a eu un sursaut. Mais l'Algérie avait une culture militaire. N'oubliez pas que pendant la guerre d'indépendance, beaucoup d'Algériens avaient ces pratiques. Donc, ils ont pu, dans les villages, s'organiser et repousser, et même bouter hors même les terroristes. Ça, c'est des exemples. Bon, maintenant, dans notre contexte, c'est vrai, il faut toujours contextualiser les choses. La seule expérience que nous avons vue, c'est avec les CDR, quoique, bien sûr, ce n'était pas la même question. Là, effectivement, si... Bon, d'abord, moi, je peux dire que le budget, on ne sait pas, parce qu'on va vous dire que c'est encore une opacité. Quand vous avez cité, par exemple, les 8 par secteur ou département et autres tout, rien ne vous dit que... Moi, je ne veux pas focaliser sur ça, parce qu'on n'a rien... C'est carrément une nébuleuse sur ça. Peut-être que c'est à l'opérationnalisation sur le terrain, dans la mise en œuvre, que beaucoup de choses peut-être vont remonter en surface et que peut-être il faut peut-être espérer. Sinon, c'est vrai, les inquiétudes subsistent, parce que quand on dit même au niveau même, par exemple, de la collaboration, on dit tout simplement qu'ils sont astreints à collaborer avec les FDS. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont astreints pour que ça soit une réalité. On vous dit qu'ils doivent obéissance. Bon, comment on fait, comment on organise tout ça? Donc, ça veut dire que de toute façon, l'idée étant bonne, il faut peut-être déployer, et c'est sur le terrain, à l'exécution, qu'on va peut-être réajuster. Sinon, à l'heure actuelle, c'est très difficile de pouvoir sortir des... Il y a des appréhensions, certes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Les appréhensions Non, je dirais d'emblée qu'une loi n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Pas la loi en tant que telle. Je veux dire, c'est dans la pratique, comme il a dit. Pas la loi en tant que telle, mais le projet lui-même de recruter des gens. Non, la loi, c'est pour encadrer, mais oui, c'est ça, je le dis, projet lui-même... Dans la pratique, on verra bien ce qui va se passer. Sinon, la loi, elle est bien écrite. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir cette capacité, de pouvoir rectifier ou corriger les insuffisances. Les risques, oui, il y en a, mais moi, je constate que c'est en quelque sorte une sorte de formalisation de ce qui se passe déjà sur le terrain. Parce que les militaires burkinabés déjà collaborent avec les villageois et dans certaines situations, je sais qu'il y a des localités précises dans la région du Nord, précisément les provinces du Loroum ou du Yatenga, dans la région des Cascades. Il y a déjà cette forme d'organisation là qui existe déjà. C'est juste une formalisation qui n'a rien à voir avec les Dozo ou les Kolwego, où vous avez des villageois qui ont décidé de prendre en charge leur propre sécurité. Et je crois qu'on l'a vu avec la situation dans le BAM, où de façon spontanée, des gens se sont montrés disponibles pour défendre leur patrie. C'est une situation qui est là. Je pense que sur la question du délai de la formation, moi pour avoir travaillé sur la question, je prépare du reste un livre sur la question. Je sais que les éléments terroristes, en fait, ne sont pas formés pas plus de 2 semaines également. Généralement, c'est des gars qui sont formés au maximum 3 semaines. Ils font 2 semaines au Nord Mali, maniement des armes, comme on demande, comme on tire. 1 semaine pour apprendre le Coran. Et c'est avec les 2 semaines qu'ils viennent tirer les gens. Il n'y a rien d'autre. C'est juste la différence avec eux. Non, vous permettez, la différence avec eux, c'est qu'on les endoctrine, on fait un lavage de cerveau à telle enseigne qu'ils sont...
Je vous dis, en 3 semaines, c'est comme ça, il est... Bon, dans tous les cas, ok, il n'y a pas de Est-ce que ça problème. voudrait Moi, dire... les informations, je vous dis... Si on suit cette logique, la comparaison, cette comparaison, il faudrait qu'on dise que les terroristes sont formés en 3 semaines. Ça, ce sont mes informations. Oui, d'accord. Alors nous, au niveau du Burkina, on dit, bon, nos volontaires également peuvent être formés en 3 semaines. Les terroristes, eux, ils viennent, quand ils viennent, c'est pour mourir. C'est-à-dire, mourir pour eux, c'est une victoire. Alors nous, nos volontaires, on va faire combien de fois de recrutement dans l'année s'il faut aussi aller mourir comme les terroristes meurent? Bon, vous m'avez coupé, vous ne m'avez pas suivi. Les 3 semaines du reste, je n'ai pas dit que c'est une formation militaire. Je vous dis, les éléments qui intègrent les groupes armés sont formés en tout et pour tout 3 semaines. Donc 2 semaines de maniement des armes, on les apprend comment à tirer. Il y a certains qui n'ont même pas des armes. C'est des bois sculptés qu'ils utilisent, on les montre comment il faut se débrouiller. Et ils font 2 semaines de maniement des armes, 1 semaine ils apprennent le Coran. Et je dis la différence, c'est l'endoctrinement. On leur fait un lavage de cerveau pour dire qu'ils mènent un combat et qu'ils vont aller au paradis. C'est la seule différence avec nos militaires ou bien tout ce qu'il y a comme groupes armés de façon formelle. Donc sur la question de la formation en 2 semaines, dans notre cas sur les volontaires, oui, je suppose que les gens qui ont réfléchi à ça, c'est peut-être en comparaison avec les informations qu'ils disposent et qu'ils se sont dit, si eux ils sont formés en 2 semaines et qu'ils ont cette folie meurtrière là, peut-être il nous appartient nous aussi de recruter des gens et de les apprendre à manipuler les armes. Mais comme tu le dis, il ne s'agit pas seulement que de formation technique. Est-ce que ils seront aussi endoctrinés, nos volontaires, pour avoir aussi cette capacité qu'en plus de 2 semaines, qu'ils soient aussi tueurs comme on le voit? Est-ce qu'ils seront aussi endoctrinés? Parce que c'est un élément important. Je n'ai pas les curricula de la formation, mais puisqu'on discute sur le délai de la formation, moi je dis, je suppose, et je le dis, en rapport avec les informations peut-être qu'au niveau de l'armée dont on dispose. Parce que, comme je le dis, moi en tout cas, les informations que j'ai, je sais que les groupes armés, ce n'est pas extraordinaire. Les camps d'entraînement des groupes armés au nord Mali, la plupart des Burkinabés qui sont formés là-bas, ceux qu'on arrête ici, c'est des gens qu'on forme en tout et pour tout, en 3 semaines. La différence, tout simplement, c'est l'endoctrinement, c'est le lavage du cerveau et on leur fait croire qu'ils vont aller au paradis. Est-ce que nous allons réussir ce travail de lavage de cerveau, former les gens en 2 semaines pour pouvoir manipuler les armes et pouvoir faire de telle sorte, faire face à ceux qui viennent nous attaquer, parce que l'objectif ce n'est pas ça. Maintenant sur les autres aspects que vous avez relevés, moi je suis tout à fait d'accord, il y a des risques de dérapage, il n'y a rien à faire avec les corolleraux, les dozos, parce qu'on l'a déjà vu avec ce genre de situation, et c'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. J'ai dit, notre force, ça sera la capacité de pouvoir reconnaître les erreurs, les corriger rapidement et pouvoir à chaque fois s'adapter tout simplement. Sinon, pour le reste, je ne pense pas qu'on puisse concevoir sur les taxis, les papiers, sur les papiers de bons textes et à l'application que ça soit parfait comme on le souhaite. Merci. André, on va passer à une autre étape. Oui, moi je voulais dire quelque chose de très simple. Moi je pense que le grand défi pour le Burkina, c'est de réussir à réunir les cerveaux pour réfléchir sur une action que l'on veut mener. Sinon, Lengani a fait appel des CDR, on a fait appel des vigiles. Moi, je pense que la mise en œuvre, si on ne laisse pas ça simplement dans les mains des militaires et qu'on associe tout le monde sur comment faire, on va réussir. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, les militaires collaborent avec les civils. Quand le monsieur a disparu avec les 336 millions avec la Hilux, là, ce n'est pas un drone qu'il a repéré. Certainement que c'est quelqu'un qui a dit à la police, là où il se trouve avec le véhicule, et qu'on est venu le cueillir parce qu'ils ont eu du renseignement. Je veux dire, les djihadistes, termine en disant que les djihadistes viennent nous attaquer, ok, mais les djihadistes ne peuvent pas venir nous attaquer et repartir simplement. Moi, je vais vous poser une question. La loi dit que les volontaires sont les premiers qui vont défendre d'urgence lors des attaques en attendant le recours des forces de défense et de sécurité par la suite. Non, alors, oui, je pose la question suivante. On a vu des fois où, par exemple, il y a des entités militaires qui sont attaquées et d'autres entités qui ne viennent pas au secours. Alors ici, on a des volontaires qui ont aussi des kalash, donc qui ont des capacités militaires. Est-ce que vous croyez que cette collaboration, les militaires vont donc aller défendre les volontaires qui ont des kalash comme eux? Est-ce qu'ils ne diront pas, écoutez, vous aussi défendez-vous? Est-ce que vous pensez que ça pourrait rouler, ça pourrait marcher très bien, Évariste Konsebo, cette collaboration-là? Moi, je n'en pense rien. Tout ce que c'est vous qui dites kalash, parce que dans le projet, l'avant-projet de loi, il est question d'équipement spécifique. Et quand je pense en commission, quand on a posé la question au ministre de définir le terme équipement spécifique, je pense qu'ils ont dit que c'est des armes légères, alors qu'on voit que les terroristes, apparemment, ils viennent avec des armes lourdes. Donc, je serais curieux de voir comment est-ce que
dans la configuration actuelle de la loi, ils pourront faire face. Bon, on souhaite, mais peut-être qu'il y a autre chose. Alors, l'article 3 dit que la mission du volontaire pour la défense de la patrie est de contribuer aux besoins par la force des armes. Ça ne peut pas être des armes blanches. On a parlé d'équipement spécique. D'accord, mais la force des armes, c'est quoi? Nous connaissons tous les armes. Donc, effectivement, bon, c'est encore flou. C'est encore flou. Donc, on attend la matérialisation de ce qui est écrit sur le papier pour pouvoir juger ce pièce. Mais en attendant, nos critiques peuvent permettre d'améliorer. Tout à fait. Au fur et à mesure qu'on avance. Mais je dis que vraiment, je suis très sceptique. Mais je sais qu'il faut faire quelque chose. Mais de mon point de vue, on prend la question par le mauvais bout. Par le mauvais bout, parce que le problème aujourd'hui, de mon point de vue, ce n'est pas une affaire du peuple en armes. C'est une affaire du peuple conscient et patriote. Moi, je pense que c'est ça le véritable problème aujourd'hui du Burkina. Et ce n'est pas seulement au niveau de la base, même au niveau du sommet. Parce que, comme on le dit, la question du terrorisme ne passe justement par la baïonnette. Ceux qui pensent ça là sont des... ça ne va pas du tout. Alors, mais la question ici, c'était de dire, est-ce que, concrètement, on peut déjà présager d'une très bonne collaboration entre les FDS quand on sait que, par exemple, on a eu des cas où des entités sont attaquées et d'autres entités ne sont pas allées les défendre. On a vu ces cas-là à Djibo, etc. Est-ce que, quand des gens sont déjà considérés comme des gens qui ont aussi des capacités militaires, est-ce que ça se fera automatiquement comme on le dit? La question, c'est là. Non, je pense que ça, de mon point de vue, on ne doit pas répondre à cette question-là. Parce que si on y répond, on va dire des choses qui risquent de ne pas être, de mon point de vue, très très intéressantes à entendre. Je dis tout simplement, et je persiste là-dessus, la question de la lutte contre le terrorisme, même avec les volontaires, ce n'est pas seulement une affaire en armes, même les volontaires eux-mêmes là, on peut ne pas les armer, mais ils vont être efficaces. Merci Lengani. André Jeune, très rapidement. Le grand dommage que nous avons vécu cette semaine, c'est que la politique nationale de sécurité n'a pas été divulguée. Je crois qu'on ne peut pas mener une politique de sécurité nationale sans les habitants de cette nation-là. Et je crois que si on avait accès à ces documents, etc., là, si c'est un secret de défense, bon, allons-y. Mais ça aurait permis de voir est-ce qu'on va mettre, par exemple, l'armée, tous ceux qui vont défendre la nation-là, ensemble. Parce que la guerre que vous dites là existe bien. Mais si les gens sont bien encadrés, aujourd'hui, dans les villages là, il y a des gens qui font du renseignement pour les vols, des gens qui font du renseignement pour les rapts. Et ça, je pense que si on avait accès à la politique nationale de sécurité, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire appel à tous les Burkinabés. Il faut que les militaires arrêtent de nous pomper l'air, de nous dire que la sécurité de la nation dépend seulement d'eux uniquement. La sécurité de la nation dépend de tout le monde, de l'écolier même qui va à l'école. Alors, je pose la dernière question. Est-ce que aujourd'hui, pour des questions de dérapage, d'abord la gestion de ces hommes, mais l'après, parce que le contrat il dure 5 ans, renouvelable, un an renouvelable jusqu'à 5 fois, donc disons 5 ans s'il est d'affilée. Alors est-ce qu'on pense quelqu'un, un volontaire qui combat, qui fait vraiment la guerre, qui tue, qui échappe à la mort, 5 ans après, c'est quelqu'un qu'on peut laisser comme ça, tranquille? Non, est-ce que ça ne va pas poser un problème réel comme dans d'autres pays où les gens se sont réorganisés autrement pour devenir des groupes incontrôlés? Non, il n'y a pas de doute que ce sont des éléments pertinents que vous relevez tout simplement. Et effectivement, c'est une réflexion qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer l'après? Ça, c'est une situation indéniable en fait, quoi. Et dans les autres pays qui ont expérimenté cela, ce sont des équations qui sont toujours posées. Il nous appartient de trouver les solutions. Ceux qui ont réfléchi à la chose, je suppose qu'avec l'unanimité qu'il y a eu autour de la question avec la classe politique, c'est évident que ce sont des questions qui vont se poser, qu'il faudrait tout ou tard résoudre. Évariste Konsebo, on a vu en Côte d'Ivoire des gens qui ont fait la guerre, qui n'étaient pas des militaires, et après qui ont réclamé à rentrer dans l'armée nationale avec des galons en plus, parce qu'on a vu des colonels, des sergents, chefs, adjudants qui sont des colonels, parce qu'ils ont dit le grade c'est la guerre, c'est pas le diplôme, mais c'est la guerre. Est-ce qu'on n'est pas face à une situation où demain on trouve des volontaires dire ah nous on a fait la guerre, on a gagné la guerre et on doit intégrer l'armée? La situation ivoirienne, c'est vrai que c'était un contexte de rébellion. Et c'est vrai qu'il se pose la question de la démobilisation. Ils ont même fait un processus de DDR pour réintégrer ces gens. Mais en fait, moi ce que je retiens, je ne veux pas trop polémiquer dessus, je sais que l'avenir donc de ces VDP-là
va dépendre de leurs résultats sur le terrain. Merci. Moi, juste pour dire que, rappelez-vous le mouvement de décolonisation de notre continent. Une des grandes forces, ça a été quoi? Ça a été ceux qui sont allés mourir sur le terrain de la bataille avec les Blancs. Ils leur ont dit, nous avons le même sang qui coule dans nos veines, nous avons les mêmes frayeurs devant le danger, nous avons même été plus courageux que vous dans cette situation. Et ces cas-là, les VD-machins-là, les VDP vont effectivement en bon droit exiger qu'au combat, ils se sont montrés aussi courageux que les autres, ceux qui sont payés par mois depuis choses, etc. Et on verra. Merci à vous. On continue par les processus électoral 2020. Le président de la CENI, la CENI a fait une sortie, une conférence de presse pour donner les chiffres, les statistiques. C'est pas fameux, moins de 15 000 enrôlés dans toute la diaspora contre un potentiel de 1500 à 2000 qui avait été annoncé. Alors, on en avait parlé ici la semaine dernière. La CENI l'a confirmé finalement. Alors, c'est un flop, on va dire. Est-ce que certains disent que la CENI a fait un échec? Pour la CENI, c'est simplement une question qui indique que le vote de la diaspora avait été un débat simplement gonflé pour rien, mais au fond, il n'y avait rien. Alors, Évariste Konsebo. Non, c'est vrai que le sujet, nous-mêmes ici, nous en avions discuté. Moi, j'avais l'impression qu'on en faisait un peu trop, parce que moi-même, au parcours de ma vie, j'ai eu à vivre à l'extérieur, contrainte ou de gré, mais tout ce que je sais qu'un Burkinabé se trouve à l'extérieur, son premier souci, c'est comment il arrive à survivre, comment il arrive à envoyer de l'argent pour aider sa famille. Ce n'est pas forcément des questions politiques. Bon, malheureusement, c'est vrai que c'est un droit, ça, il ne faut pas le Mais quand il y a par exemple des entraves qui sont réelles, c'est-à-dire que le passage d'une pièce à une autre, le fait que les lieux d'enrôlement n'aient pas été éparpillés, que on ne peut pas vouloir des choses pas les questions matérielles. Au contraire, c'est ce qui, effectivement, si on voulait vraiment, on pouvait vraiment améliorer donc l'enrôlement, il y avait des mesures qu'on pouvait prendre, notamment comme l'histoire de... On a vu que là, ils ont à moins de 15 000. Et les statistiques les plus pessimistes donnaient à peu près plus de 200 000, hein, à condition peut-être qu'on utilisait la carte de résidence. C'est ça. Donc, on a serré les conditions, on a durci les conditions. Le fait d'éloigner les centres d'enrôlement, écoutez, ce n'est pas de nature à encourager les gens, les Burkinabés, avec tous les tracasseries qu'ils ont dans les pays d'accueil, d'aller. Donc, c'est sûr que toutes ces mesures-là font que ça restreint le résultat. André Géniboudou, il y en a qui n'ont pas eu leur pièce à temps, la CNIB. Pendant que l'ONU fait déroule la CNIB, la CENI aussi déroule son calendrier. Il y a chevauchement à certains endroits. Est-ce que tout ça, ce n'est pas vraiment des conditions matérielles qui ont... Quand j'ai lu l'interview de M. Newton Ahmed Barry, qui était étonné, je vous assure que moi-même, j'étais étonné de son étonnement. N'est-ce pas? Parce que, non, vous savez, tel que c'est fait, d'abord, moi, j'ai déjà dit une fois sur ce plateau que, en fait, enrôler les gens à l'extérieur, c'est du gombo pour les gens. Ce n'est pas les résultats que l'on recherche. Et si vous prenez 5,8 milliards pour enrôler 15 000 personnes, faites l'équation à combien revient un enrôlement d'une personne. Je dis, il faut que les Burkinabés acceptent que si nous disons que notre pays est pauvre, il faut mettre l'argent où... Est-ce qu'on est pauvre? On n'est pas pauvre. Bon, encore, je dis, si les Burkinabés disent, moi je ne pense pas. C'est une question de redistribution. Non, moi je ne pense pas. Mais je vais dire, moi je ne suis pas étonné des résultats. À Ouagadougou ici, vous savez, on fait en sorte qu'il n'y ait pas plus de 500-600 personnes dans un lieu de vote. C'est pour faire en sorte que toutes les maisons qui gravitent autour du centre de vote ne fassent pas 2 km pour aller voter. Vous partez en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui habite à Bonoua vient à Abidjan pour voter. Vous croyez qu'un dimanche, il va laisser son télékélé, comme il dit, travail d'une journée, pour venir aller voter? Première chose. Deuxième chose, tous les gens, les politiciens là, qui nous battent le ramdam, qui nous fatiguent, les gens de l'opposition comme les gens du pouvoir, ils sont allés à Abidjan, je prends ce seul cas. Ils ont fait des meetings au stade Félix Houphouët-Boigny, à la Maison de la Culture. Ils ont rempli ce stade-là, recto verso, avec intercalaire. Oui, intercalaire. Et on part à Abidjan pour faire un enrôlement, et ils n'ont même pas 1500. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas 1000 militants en Côte d'Ivoire, et ils nous fatiguent. Je pense que, vous savez, la classe politique, ils sont tous du pareil au même.
c'est pour faire il fatigue les gens, mais il n'y a rien derrière. Parce que j'aurais compris. Oui, mais André ça c'est la critique des hommes de la classe politique. Non, mais les citoyens burkinabés qui vivent dans les pays à l'extérieur avaient bien voulu au Burkina s'inscrire et voter. Mais quand on ne leur donne pas cette possibilité, en mettant par exemple, en ne réglant pas toutes les questions matérielles, est-ce que ce n'est pas là le problème plutôt que les politiques qui sont partout ailleurs, même chose quand ils sont ici, c'est pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que la classe politique n'a pas convaincu les Burkinabés qui défendent leur cause et qui doivent aller les choisir. C'est ça le gros nœud du problème. Parce qu'à Ouagadougou, moi je connais des gens dans mon quartier qui ne votent pas le jour des élections. Parce qu'ils disent que ça ne les intéresse pas, les politiques ne s'occupent pas d'eux. Moi, je serais en Côte d'Ivoire à 5 km, je ne serais pas allé voter, je ne serais pas allé marronner. Parce que je dis, ils ne me défendent pas et ça ne me concerne pas. D'accord. C'est pourquoi on a ce faible enrôlement. Il ne faut pas se voiler la face. Très rapidement, et puis Oulon. Oui, moi je crois que c'est cette question, c'est comme le docteur Consembo l'a dit, hein, vous voulez une chose son contraire. Quand on décide d'effectivement permettre à des gens de voter, on met les conditions pour faciliter l'enrôlement et éventuellement le vote plus tard. Je suis convaincu que si à Ouagadougou ici, dans la province de Kadiogo, il n'y avait que la mairie centrale où on doit pouvoir aller s'enrôler et puis voter, ben, on n'aura même pas 1500. Big up. On n'aura même pas 1500. Donc ça veut dire ce sont les conditions qu'il faut remplir. D'abord les conditions. Oui. D'abord les conditions pour faciliter. Au Burkina ici, comme l'a dit Eugène, un bureau de vote c'est 500 personnes. Ça veut dire au grand maximum, au grand maximum tu fais 2 km, tu as ton bureau de vote. Et tu as beaucoup de chances de ne pas t'aligner. Et avec ça déjà, il y a problème. Alors, ça veut dire qu'il faut reconnaître que notre peuple n'aime pas, c'est peut-être une faute des politiques, notre peuple n'aime pas voter. C'est ça la réalité, les gens n'aiment pas voter. Ça c'est dans notre sang, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Non seulement vous ne faites rien pour changer ça, mais vous durcissez encore les conditions pour que les gens ne fassent pas. Comme Eugène le disait, c'est quand même 5 milliards 800 millions qui ont été dépensés pour faire enrôler 2 millions de personnes ou 1 million 500 pour qu'on se retrouve à 15 000. Est-ce que quand même, finalement, ce n'est pas du gâchis ça? Non, et Loukman, il ne faut pas avoir peur des mots. Les gens ont pris nos 5 milliards 800 000 pour aller en vacances dans les pays autres que le Burkina. Point final. Et il ne faut pas débattre là-dessus. Parce que si vous étiez un chef d'entreprise et vous donnez 5 milliards 800 millions pour faire une activité et vous avez le résultat que vous avez, vous égorgez tout le monde, tous vos employés qui ont fait jusqu'à aller mourir à la Mako. Parce que vous ne pouvez pas mettre tant d'argent pour avoir ces résultats. Malheureusement, dans notre administration publique, les gens ne sont pas tenus par les résultats. Donc, ils font du n'importe quoi avec notre argent. Ces 5 milliards 800 millions, même si vous aviez enrôlé 200 000 personnes, vous croyez qu'ils peuvent changer le visage du Burkina Faso? Moi, je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit. Hein. Mais quand on est pauvre, on regarde là où on met son argent. La démocratie coûte cher. Mais écoutez, la démocratie coûte cher. Si la démocratie vous a un retour, elle ne coûte pas cher. La démocratie coûte cher quand vous élisez des gens ou vous faites des choses avec votre argent qui n'ont pas de sens. D'accord. Oulon? Non, plein d'argent pour... Non, disons que globalement, sur cette question, moi, je ne suis pas surpris. J'ai toujours pensé qu'on fait une exagération sur cette question du vote de la diaspora et une fixation particulière sur la situation en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays du monde, moi, ma position, c'était de dire, Lengani l'a relevé du reste, cette désaffection, en fait, des Burkinabés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle qu'en 2010, on avait, pour les présidentielles... Mais ça, c'est partout, même dans les vieilles démocraties. Non, c'est dans les vieilles démocraties, la désaffection, mais ailleurs, dans les vieilles démocraties, au moins, on prend soin de remplir les conditions matérielles pour que le citoyen puisse s'exprimer. Mais je pense que dans notre cas, on a essayé de remplir les conditions matérielles. Alors, est-ce qu'on peut quitter à Gagnoua pour aller à Boaké? Moi, je ne connais pas les réalités. Je connais pas les réalités en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la question qui est la pomme de discorde pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la question de la carte consulaire, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le lieu du vote. Bon, mais si vous êtes à 200 km, à 100 km, 150, est-ce que vous allez prendre des transports? Mais sur ce plateau, on l'a reconnu. Même à Ouagadougou, on met les bureaux de vote un peu partout, mais les gens ne votent pas. J'ai dit en 2010, je me rappelle qu'on a essayé de faire l'enrôlement, et à l'époque, Moussa Michel Tabsoapé, à son nom président, il a dit même avec 10 électeurs, on va voter. L'élection en 2015,
C'est pas plus de 2 millions de Burkinabés qui ont voté. Le président qui a été élu, il a été élu avec un peu plus d'1 million de voix. Donc c'est pour dire que c'est un problème de façon générale. Et je pense que Conservo l'a relevé. Les gens qui sont à l'étranger, là, entre guillemets, se cherchent. Et quand vous avez une situation qui est là comme cela, ce n'est pas une élection qui préoccupe. Et d'autant plus que ceux qui sont élus ne se préoccupent pas de vous. Quand je prends la situation, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'affaire du Mont Péco, ça fait depuis 2013. Plus de 25 000 Burkinabés qui sont allés occuper illégalement une forêt en Côte d'Ivoire. On les a déguerpis, on demande juste de les reloger. Depuis de Blaise Compaoré jusqu'à Roch-Marc Christian Kabouri, qui a résolu ce problème. On a passé le temps à reporter le dossier de tac en tac, le traité d'amitié et de coopération de la Côte d'Ivoire. Mais même au Burkina, le Burkina aussi a déguerpi des gens, non? Non. C'est le Burkina, l'État du Burkina qui a déguerpi. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Tout à fait, mais je n'ai pas dit qu'on ne déguerpit pas. Je vais dire tout simplement, je pense que Lengani l'a dit, ceux qui sont élus ne se préoccupent pas des problèmes de leurs compatriotes. D'accord. Donc, si vous avez ce genre de situation, le monsieur qui est là, qui râle, qui se débrouille pour aller au Gabon, vous n'allez pas, ce n'est pas une élection qui va le préoccuper. D'accord. Merci. Donc, comprenez tout de même que même si on met les bureaux de vote dans tous les quartiers en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays, les gens ne sont pas intéressés parce que ceux qui sont élus veulent jouir du pouvoir et non régler les problèmes de leurs compatriotes. Et ça, on va faire à l'intérieur, vous allez voir le résultat. Les gens n'iront pas. Merci Oulon. Alors on va juste sur cette question encore des élections, du processus électoral et de l'enrôlement. La loi portant code électoral a été retouchée. Il y a eu des modifications suite au dialogue politique qui avait recommandé par exemple que les lieux de votation et d'enrôlement soient plutôt étendus, qu'il y ait plus de lieux. Alors la question c'est de dire, maintenant on prend cette disposition, alors que tout est bouclé, comment on fait? Est-ce que ça vaut encore la peine de le faire, puisque la loi a été votée? Comment on fait? Puisque les gens ont été déjà enrôlés et c'est là où on s'enrôle qu'on vote. Je vous ai dit que tous les politiciens sont des bonimenteurs. Ils ont fait leur conférence politique là, au mois de juillet. Si ça les préoccupait, une semaine après, ils auraient écrit la loi pour la modifier. C'est en janvier qu'ils modifient cette loi, pendant que tout est bouclé. Parce que s'ils le faisaient avant, on allait attaquer. Un citoyen, si on faisait en sorte qu'on enrôle les gens en dehors des consulats et des ambassades, personnellement, j'étais prêt à attaquer cet enrôlement parce qu'elle est contre la loi. Ce n'est pas seulement les députés qui peuvent faire ça. Maintenant, ce n'est pas les politiciens seulement qui doivent le faire, ça doit être fait par une loi. Maintenant qu'ils l'ont modifié d'une manière réglementaire, mais ça ne va pas changer quelque chose de fondamental. Parce que si vous avez l'impression que les gens ne s'occupent pas de vous, vous n'irez pas voter. Maintenant, si on prend les vieilles démocraties, si on prend par exemple la France, les gens qui votent au Burkina, la plupart des Français qui votent le jour des votes sont à Ouagadougou ou bien alentour de Ouagadougou. Si vous mettez un Français à Falagountou, le jour du vote, il ne viendra pas voter parce qu'il est loin. D'accord, merci. Évariste Konsebo, vouloir voter après, c'est déjà du gâchis, c'est passé. C'est comme quelqu'un l'a dit ici, au moins c'est une première. Les élections peut-être, cette fois-ci, peut-être en 2020, s'il y a élection, la diaspora pourra voter, bien sûr, mais on va améliorer. On commence par quelque chose qu'il faut améliorer. Donc, cette loi-là, cette modification, à quoi sert encore? Je suppose qu'on ne l'a pas fait pour le faire tout simplement. Certainement que pour les élections, il y aura certainement du toilettage. Et je crois que la relecture du code électoral, ce n'était pas que l'emplacement. Il y avait la question du quota genre, c'est quoi, voilà, ces questions-là. Voilà, c'est tout un ensemble. Voilà. Donc ce n'est pas que l'emplacement des bureaux de vote. Autrement, il n'y avait pas d'intérêt. C'est une loi qui a été votée à part. Hein. Oui, le quota genre, c'est une autre loi. Et il y a une femme même qui s'est opposée. Lengani, pour terminer sur ça. Mais on n'a pas fait de sondage. Peut-être que les Burkinabés majoritairement sont opposés. D'accord. Moi-même, j'allais m'opposer avec cette femme-là, parce que c'est une fausse loi. D'accord. Très rapidement, cette loi qui vient d'être modifiée, on a fini. On avait dit que ce qui était important dedans, c'était les lieux d'emplacement pour l'enrôlement et les votes des circonscriptions électorales. Mais finalement, tout a été déjà bouclé avec. Comment on fait? Est-ce que c'est important aujourd'hui de l'avoir fait ou c'est pour l'avenir, comme on dit, la loi dispose pour l'avenir? Non, je vais être très bref. En appuyant mon argumentaire sur celui d'André Eugène, pour dire que les politiciens nous prennent pour ce qu'ils ne sont pas, pour ce qu'eux ils sont et que nous ne sommes pas. Nous sommes des êtres qui réfléchissons, qui projetons l'avenir et qui voient ce qu'ils veulent faire de nous.
Merci. Point barre. Lengani, on va terminer avec le Mali, comme on l'a dit. Mais avant, je vous invite à suivre ce spot-là, qui nous invite à une conférence importante également, donnée par un des chroniqueurs déjà, d'ailleurs, de ce plateau-là. L'association African Golden lance sa 8e communication sous le thème « La jeunesse africaine et la lutte contre l'impérialisme. Vision, stratégie et action ». Maître Apollinaire Kielem de Tambela, avocat panafricaniste et écrivain, portera cette communication. La jeunesse africaine et la lutte contre l'impérialisme. La jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas une question de nombre d'années. L'impérialisme, c'est un système de domination. Ce n'est pas un groupe de personnes ou une personne déterminée, c'est un système. Donc, il s'agit de combattre un système, des méthodes, et non pas des personnes. Et pourquoi le combattre? On le combat pour se libérer, pour un meilleur être. Il faut donc savoir adapter les stratégies à la lutte que nous menons pour atteindre les objectifs recherchés. Je vous invite donc à venir pour que nous débattions ensemble de toutes ces questions, surtout sur les stratégies de lutte pour un meilleur avenir et un meilleur devenir du Burkina Faso et de l'Afrique. Rendez-vous le jeudi 30 janvier au Sénasa à 17h30 précise, entrée libre. Infoline 74 46 91 98 78 81 48 24. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Merci. On revient sur ce plateau pour parler du Mali. Mali où le Diankounda Traoré, donc l'ancien président de la transition, qui a été donc nommé haut représentant du chef de l'État pour le centre du Mali, a récemment fait des propos qui ont fait peut-être tiquer au Burkina ici, parce que la question est souvent posée sur est-ce qu'il faut négocier avec les terroristes. Alors, je lis tout simplement le propos de M. Diankounda qui dit « Nous sommes prêts à lancer les passerelles pour dialoguer avec tout le monde. Tout conflit se termine par un dialogue. Si on peut préserver des vies humaines et éviter des violences gratuites, pourquoi pas? On essaie le dialogue avec tout le monde sans exclusion. Personnellement, j'ai envoyé des émissaires en direction de Koufa et Yad Agali pour leur dire que je suis disposé à discuter avec eux. » Propos de Diankounda Traoré. Est-ce qu'au Burkina, disons, comment apprécier ça déjà? Non, moi je la pense, décision de discuter non, avec c'est une officialisation au niveau du Mali et je pense que c'est peut-être aussi la conséquence de cette poussée des organisations de la société civile. Parce que pendant longtemps, les autorités maliennes étaient quand même sous l'emprise des Occidentaux, les Français, qui disent de ne pas négocier avec les chefs terroristes, alors qu'ils négocient pour la libération de leurs otages. Donc c'est une sorte d'officialisation. Je pense qu'au Mali, on est plus ou moins coutumier depuis Amadou Toumani Touré, où souvent on libère des présumés terroristes qui ont été arrêtés contre des contreparties. Et quand on fait la lecture, moi, j'ai dit c'est une officialisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand vous prenez rien que 2019, déjà au Mali, l'intensité des combats ou l'intensité des attaques a nettement diminué. Vous prenez 2019, le Burkina a été largement plus attaqué que le Mali, que le Burkina et le Niger ont été plus attaqués que le Mali. Je pense qu'il appartient au Burkina de prendre les dispositions pour qu'ils ne soient pas les perdants en fait, de ce dialogue-là avec les chefs terroristes, tout simplement. Sinon, c'est aussi une façon, à mon avis, pour les Maliens de sortir un peu de la tutelle française et américaine qui disent de ne pas négocier alors qu'ailleurs, eux, ils le font. Alors donc, c'est-à-dire que le Mali montre le chemin, donc le G5 Sahel, ce n'est pas les armes forcément. Bien sûr, c'est ça, c'est Est-ce que ce n'est pas le contre-pied du G5 Sahel où on dit qu'il faut armer, il faut armer, et là Mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je dis pendant longtemps, les Français disent oui, de ne pas négocier, qu'on ne négocie pas avec les terroristes, mais quand on prend les otages qui sont coincés, ils sont obligés d'aller négocier. Les Américains le font avec les talibans, pourquoi nous, on ne va pas le faire? Donc, je dis, il nous appartient à nous d'avoir l'intelligence au Burkina, de faire de telle sorte qu'on ne soit pas les perdants. Parce que déjà en 2019, on a beaucoup souffert en nombre d'attaques comparativement au Mali quand on fait des perdants, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on fait concrètement? Si les Maliens négocient, forcément le terroriste ne va pas s'arrêter au Mali. Il faut qu'ils trouvent un terrain pour continuer à perpétrer les attaques et pouvoir survivre. Parce que le terrorisme se greffe avec des activités criminelles. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? On érige des forteresses ou on négocie nous aussi? J'ai dit tout simplement, il nous appartient de mener la réflexion pour qu'ils ne soient pas les perdants. D'accord. Que dire? Moi, je ne sais pas. En peu de temps, on ne peut pas avoir des idées simples comme ça, aborder des questions assez complexes, au risque de paraître ridicule. Parce que, bon, il dit qu'il négocie ici 2 personnes. Ces 2 personnes-là, qu'est-ce qui les a amenées à rentrer en rébellion? Quand vous prenez Iyad, par exemple, c'est la question du territoire, de l'autonomie. Est-ce qu'il a compétence pour pouvoir céder une partie du territoire malien? Je ne sais pas. Quand on prend Koufa, il y a des questions sécuritaires adossées à des questions aussi d'islamisme et tout dedans.
Je ne sais pas, moi je ne sais pas, j'attends de voir. J'ai aussi entendu, j'ai regardé. On aime bien dire que toutes les guerres se finissent par... Mais est-ce que l'option du Mali, comme Serge le disait, est-ce que l'option du Mali c'est une option vraiment suffisamment d'autorité? C'est-à-dire que les Maliens pensent qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Parce que quelque part, Diankounda dit qu'il faut, tant qu'on peut sauver des vies, il faut le faire. Ça veut dire que c'est l'option de limiter en fait les dégâts qu'il faut négocier pour que la guerre s'arrête. Je suis très très embarrassé. D'accord. André Génil-Boudot. Je ne peux pas m'impliquer dans ça, quoi. Ce qu'il a dit, moi je pense que c'est vrai. Pour les faits, lui il a cité le cas du Mali où les attaques ont baissé. Mais prenez la Mauritanie qui fait partie du G5, on n'a pas d'attaque en Mauritanie. Vous croyez qu'il n'y a pas de terroristes en Mauritanie? Comment ils font pour qu'on ne les attaque pas? Certainement qu'ils en parlent. C'est certainement qu'ils parlent entre eux. Et si vous connaissez les chefs terroristes, puisqu'il les a nommés, il y en a au moins 2 qu'il a nommés. Je sais que, par exemple, ceux qui s'occupent de la protection des biens et des personnes d'une nation, quand il y a un voleur, ils ne partent pas négocier avec le voleur, ils partent, ils l'attaquent, ils le prennent et ils le mettent en prison. Si vous avez des terroristes que vous ne pouvez pas aller attaquer, prendre, etc., mais la seule chose qui vous reste, c'est de négocier avec eux. Puisque vous ne pouvez pas aller chercher avec eux. Je voulais terminer en disant que, moi je dis, il faut pas, nous on ne va pas faire le jeu de dupes. Vous savez, au Mali, au Burkina, au Niger, c'est vrai qu'on a attaqué la sémaphore. Mais regardez, on n'attaque pas là où les biens français, etc., ou bien les biens des gens sont là. Moi je regarde les faits. Les gens négocient avec les gens en souterrain pendant qu'ils nous disent de ne pas négocier. Moi, je dis, si on peut négocier pour sauver un Burkinabé, il n'y a pas de honte à sauver la vie d'un Burkinabé en parlant avec ceux qui les tuent. Merci. Si on ne peut pas les prendre, qu'on négocie avec eux. Là également, on dit qu'on ne les connaît pas aussi au Burkina. Au Mali, ils sont bien connus. On connaît Koufa, on connaît Yadagali. On sait que ce sont eux qui sont les têtes. Les gens viennent nous attaquer. Mais au Burkina, on ne sait pas. Et c'était l'autre, comment dire, Malam Diko, qui finalement est donné mort, donc il reste qui maintenant? On ne connaît pas, on ne sait pas. Vous m'étonnez quand vous dites qu'on ne connaît pas. Parce que je me rappelle bien, le président de Faso a dit qu'il les avait reçus, qu'ils étaient venus demander des véhicules qu'ils avaient commandés avec l'ancien régime et qu'il lui leur a dit de demander à Abidjan. Donc il les connaît. Il les connaît. Et je voudrais juste dire ici un petit proverbe africain qui n'est pas seulement Mouara, mais qui est vraiment totalement africain, qui dit que quand tu n'as pas attrapé la branche de devant, ne lâche pas la branche de derrière. Et le Burkina Faso a fait cette grosse bêtise. On parle du Mali, Lengani. C'est du Mali qu'on parle. Est-ce que les Maliens sont dans une bonne optique? Est-ce que ça réussira à régler leurs problèmes? Même si, bon, ça ressemble au Burkina, mais c'est du Mali que les J'ai cru que vous avez posé... c'est un sujet. Non, c'est un sujet au Mali. Oui, bon, si c'est le Mali, je crois, comme les uns et les autres l'ont dit, vraiment, il ne faut pas être plus... Bon, je dis que c'est une véritable bêtise même, ce que nous faisons aujourd'hui. Si vous prenez l'Irak, si aujourd'hui ça s'est stabilisé, ce n'est pas les armes, c'est les négociations qui ont permis de stabiliser la situation, plus ou moins la situation sécuritaire en Irak. Donc, et comme on le dit généralement, toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation. Merci Lengani. On va prendre notre premier téléspectateur, Ilboudo Lamoussa François, appel de Ouagadougou pour intervenir sur la loi des volontés. Monsieur Ilboudo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est sur les volontaires. D'accord, allez-y. Je pense que c'est venu avec 5 ans de retard. Parce que je suis en train de me revoir dans des années fin 2015 prôner cela. Et j'entends toujours les gens dire que l'armée est là pour assurer la sécurité, qu'on n'est pas dans un état voyou, que tout. Tous les arguments qu'ils ont tenus pendant 5 ans, c'est pour venir à là. En réalité, on gagne ce genre de situation dans la Saoudie, dans, qu'on appelle ça, la façon de pouvoir anticiper les choses. En tout cas, moi, sincèrement, c'est une fierté personnelle pour moi parce que j'ai mené le combat pendant très longtemps. Et je pense que je dois aussi citer Juliette Boko, en ce temps aussi, qui avait partagé la même idée. Maintenant, je vais revenir pour dire que, enfin, on est arrivé. Mais je reconnais qu'il y a un problème parce qu'à Bassaro, c'est plus à 5 km de Ouagadougou, c'est en train d'approcher de Ouagadougou. Donc, il faut aller très vite. Maintenant, pour l'opérationnalisation de la chose,
je prie Dieu seulement pour que ça ne soit pas des chairs à canon. Parce que, on va, puisque ce qui a servi la justice, la loi, c'est que deux individus pourraient venir sur une moto, qui est tout un village, parce que tout le village, il n'y a pas quelqu'un qui a une arme là-bas. Mais avec cette loi, il y a quelques calages, on peut l'y poster en attendant. Mais maintenant, il ne faut pas aussi que les gens se disent que comme maintenant ils ont quelques calages, si des munitions il y a, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des calages, il faut être bien approvisionné et puis bien protégé. C'est maintenant dans l'autorisation de cette fameuse loi qui vient un peu tard, mais quand même tard vous n'y plus jamais, qu'il faut travailler très vite à ce que ça soit opérationnel et que ça ne s'écrit pas. Et qu'on ne rentre pas dans ces considérations inutiles entre les dictateurs qui disent lui il n'est pas de mon truc, donc il n'a pas mon soutien. Il faut qu'on sorte de là pour savoir que c'est l'intégrité territoriale du Burkina qui est menacée ça veut dire dans sa profondeur, si on peut dire ça ainsi. Si on règle le problème essentiel, pour le reste de comment on démobilise les choses, ça c'est pas un problème. Ça c'est une suite. Mais on est déjà face à une situation où on est en guerre permanente, où on tue des femmes et des enfants pour mettre la honte aux garçons. Qu'est-ce qu'on fait? On a choisi le combat, organisé de telle manière. Parce que quand les gens parlent de négociation, ils oublient qu'on négocie, que quand celui qui est en face là, c'est que tu as un rapport de force pour le faire mal. C'est en ce moment que la négociation devient égale. Mais s'il sait qu'il peut tout faire, il va négocier pourquoi? Puisqu'il peut tout prendre. Donc, il faut utiliser les moyens pour faire comprendre à ceux qui nous attaquent qu'on peut aussi les débusquer là où ils sont et les égorger et les faire mal. En ce moment, c'est eux-mêmes qui vont demander la négociation. Mais pas dans cette situation. Merci et bonne journée. Merci à vous, M. Lamoussa, sauf que l'arme en question, ce n'est pas donné, on ne sait pas quelle est l'arme qui va être donnée à un équipement spécifique, et qu'il doit se défendre même au moyen des armes, donc, mais on ne sait pas, donc ce n'est pas la calache. Il faut dire. C'est moi qui avais la parole. Je vais d'abord opiner sur le point de vue de M. Henri Sevogo pour dire que c'est vrai que c'est en fait une solution, il faut tenter quelque chose. Mais ce que moi je crains, c'est que, peut-être, cher Oulon le dira, une des techniques aussi des terroristes, c'est de s'approvisionner en armes chez l'ennemi. Donc il ne faudra pas que nos armes-là se retournent contre nous d'une manière ou d'une autre. S'il est vrai que les gens, les terroristes-là, sont dans le milieu, ils ne viennent pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il ne peut pas endoctriner nous-mêmes je dis qu'il y a des questions sur lesquelles ce n'est pas bon de répondre sur le plateau ici, mais pour revenir à la question de Mali pour la négociation, je dis que c'est une très bonne chose et comme Oulon l'a dit, c'est une officialisation d'une situation qui était donnée. Et pour revenir à la situation ante, il y a eu un moment où le Mali était en pleine négociation. Et c'est à la suite de l'échec de ces négociations que ça a véritablement dérapé. D'accord. Et à l'époque, comme on l'a dit, il y a ceux qui réclamaient un territoire, l'Azawad. Il y a ceux qui, c'était pour des questions de trafic, etc., dans tout genre, qui étaient reconnus comme tels. Il y a d'autres, c'était des questions identitaires. On va prendre notre téléspectateur, le deuxième, M. Ouedraogo Issa, qui appelle le Bobo, sur la loi des volontaires également. Monsieur Ouedraogo. Ah oui, bonjour. Bonjour à Bobo. Voilà, à Bobo, ça va bien. D'accord, allez-y pour votre intervention, rapidement. Voilà, oui. Très rapidement pour votre intervention. Voilà, c'est moi, je voulais parler sur le recrutement volontaire là. D'accord, allez-y. Bon, voilà, mais je pense on ne doit pas seulement critiquer. Hein? Allez-y. Voilà, il faut s'encourager, se donner des idées. Hein? Bon, maintenant, les volontaires, là, c'est pas aller tirer seulement sur le terrain. Hein? Ils peuvent donner des choses, ils peuvent surveiller et puis donner des renseignements. Hein? Mais les gens disent non, ils vont aller tirer. Ils vont les informer, ils vont les former à un rien du temps et puis aller. Non. Ils vont se renseigner et puis surveiller et puis donner des renseignements. Moi, je pense qu'on doit mourir pour nous. Façon, hein, moi personnellement. Et ainsi, quelqu'un doit venir m'attaquer dans ma maison là. De la façon que les djihadistes là veulent mourir là, moi aussi je vais mourir la même sort. Donc, il ne faut pas qu'on se flatte. Hein. Soit les enfants là, ils n'ont qu'à les recruter. Et puis, ils n'ont qu'à se donner des idées. Il faut mourir pour le faso. On peut mourir aussi comme les djihadistes là. Si nous, on est décidé pour
ça là. Les djihadistes vont fuir. Ils vont tuer. Merci, monsieur Ouedraogo. Je me fais comprendre. Tout à fait. Ok, c'est ça, moi je voulais dire. Merci beaucoup. Merci pour votre appel depuis Bobo. Oui, non, André moi, Eugène. en fait, si les intelligences étaient mises en commun pour discuter, moi je pense que le fait même de désigner des gens dans les villages comme des volontaires, moi j'aurais pensé, je dirais en public que moi je pense que c'est une mauvaise affaire. Parce que dans les villages, encore une fois... La publicité autour. Oui. Que les gens soient reconnus. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des agents de renseignement, les espions, ils ne sont pas estampillés espions, ne sont pas estampillés agents de renseignement. Les gens qui viennent boire la bière avec vous, et souvent même, ils participent à dénigrer ce qu'ils veulent, pour lesquels ils veulent écouter des affaires. Je pense qu'il faut faire en sorte que les gens soient anonymes dans la population, parce que c'est là qu'ils pourront être efficaces. Si vous désignez les gens en public dans un village et vous leur donnez des calages, ils deviennent des chairs à canon automatiquement, parce que quand les terroristes vont venir, c'est les premiers à être abattus. Or, si on dit que même l'enfant qui va à l'école est un agent de renseignement, c'est dans la population. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les gens soient en alerte. Une fois que les terroristes arrivent, mais il ne repartira pas. Je pense que c'est là, ça va déjà être notre propre... Nous allons gagner le combat. Mais encore une fois, je dirais au Burkina le drame. Parce que quand vous écoutez les gens qui travaillent sur la question du terrorisme, les gens disent même qu'ils ne sont pas écoutés. Les gens qui partent à l'extérieur, qui sont de véritables consultants, qu'on vient arracher à prix d'or, pour ne pas nommer quelqu'un. Nous avions un Burkinabé, qu'un ancien premier ministre d'un pays de l'Europe a pris un avion et est venu rencontrer à l'aéroport parce que son pays lui interdisait de quitter l'aéroport. Et le Burkinabé est allé le rencontrer pour parler du terrorisme pendant qu'il est au Burkina ici et personne n'est pas on prend le dernier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou sur également cette loi des volontaires. M. Ouedraogo. Bonjour, M. Lukman. Vous avez 1 minute 5 maximum. Ok, merci. Bon, je salue l'adoption de cette loi sur les volontaires là. Moi, je pense que, bon, c'est vrai, on a longtemps entendu, on l'a créé tous les trois. C'est venu plus tard, mais bon, dire c'est ça pour dire. En tout cas, nous saluons cette adoption. Mais maintenant, bon, certaines on vous entend très mal. Peut-être que votre téléphone est trop... Oh, ok. Ah, voilà. J'espère que ça peut aller maintenant. Allez-y maintenant, ça commence à aller. Ok, merci. Donc, je disais que certaines personnes ont des études, on appelle ça des études des détails. Bon, il faut aller plutôt à l'important, à l'essentiel, dans les détails. Parce que, bon, dit par exemple que les gens vont en guerre, bon, ils ont combattu avec l'armée loyale, ils se mettent l'égalité, ils veulent vouloir revendiquer. Non, moi je pense que là n'est pas la question. La question essentielle, c'est de pouvoir battre les terroristes. Si on arrive à l'époque, mais à la fin, quel type de cadeau nous autres, Burkinabés, on peut offrir à ce volontaire, à ceux qui sont portés volontaires pour aller mourir sur le front? Et moi-même, je dirais que simplement les mettre dans l'armée n'est pas suffisant. Il faut que nous, on s'applique quand même à lancer une vaste coopération pour que là, qu'on puisse leur remettre et qu'ils viennent se reposer, chacun puisse dire, bon, moi je ne veux même plus aller dans l'armée, je puisse faire du commerce ou bien ouvrir une entreprise. Bon, on a du mal à vous saisir, monsieur Ouedraogo. Problème de... Oui, problème... Alors, dans tous les cas... oui, d'accord. Merci à vous. Alors, on va terminer là-dessus. Alors, mais c'est aussi de l'argent qu'on met pour les volontaires. Est-ce que la question argent dans le volontariat ne pose pas de problème? Est-ce que des gens ne vont pas s'enrôler, prendre de l'argent, surtout quand on dit une année après, on évalue, c'est en fonction de l'évaluation qu'on peut renouveler un mandat, et renouveler un contrat, etc. Est-ce que les questions d'argent... la question d'argent ici. Oui, moi je pense que c'est une question qu'on a failli éluder qui est extrêmement importante de mon point de vue parce qu'on connaît ce pays-là. Je ne suis pas convaincu que les volontaires qu'on va prendre auront la même patience que les militaires lorsqu'ils auront des problèmes d'impayés de primes. Et donc il faut craindre que par des mouvements d'humeur qui vont entraîner vraiment la situation à pourrir.
Et moi, je crois qu'il faut créer ça. Ce qui me gêne un peu, c'est ça. Que des gens prennent de l'argent, est-ce que des gens ne vont pas s'enrôler juste pour vraiment parce qu'on est dans la galère aujourd'hui? Est-ce que des chômeurs ne vont pas trouver l'occasion de s'enrôler, prendre de l'argent, surtout que la difficulté, c'est comment on évalue tout ça? Non, la crainte, est-ce que c'est au nombre de terroristes ou bien c'est comment on évalue ça? C'est une grande crainte que vous dites. Et je sais que les porteurs du projet, quelque part, c'était la garde nationale aux États-Unis. Mais attendez, la garde nationale, je ne sais pas ce que c'est la question d'argent. Les gens viennent volontairement et vraiment avec dévouement. Bon, ça n'a rien à voir avec ici. Maintenant, ici, il y a d'autres aspects, parce que quand vous regardez les statuts, ils prennent bien soin de dire que ils ne sont pas astreints à la grève, il y a tout. On a essayé de réglementer. Or, ce qui me gêne, c'est ça, en fait. Merci, Évariste Fossin-Konsebo. On est vraiment au terme de l'émission. Merci d'avoir participé. On va toujours revenir sur le sujet. C'est sûr que c'est un sujet qui reste longtemps. J'étais donc avec Adiana Oulon-Serge. Il est donc directeur de publication de l'événement, bimensuel d'investigation. Merci d'être passé. Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît désormais en ligne. Et puis André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Évariste Fossin-Konsebo, il est chroniqueur média, président du cercle d'éveil, président du premier porte-parole du Forum Alternatif des Citoyens. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.